que nous, en tant que psychologue transpersonnel ou psychothérapeute transpersonnel, c'est pas du tout notre job d'apporter des réponses aux gens. Mais notre boulot, c'est de les accompagner dans ce processus de questionnement, dans cette quête. C'est de soutenir cet élan intérieur de recherche. Bon, et de soutenir comment? Notamment en proposant des approches, des méthodes, des techniques, des outils qui vont, comment dire, en même temps pouvoir justement guérir ces traumas, mais aussi donner du sens, on va dire avec un S majuscule, ouvrir sur une compréhension beaucoup plus vaste qui du coup change toute la perspective. Parce que si je change de point de vue pour me regarder moi et regarder ma vie, ben, je veux dire tout le paysage change. Je ne vois plus les choses de la même façon. Bon. Et c'est ça qui va nourrir enfin, souvent ce que les gens vont appeler comme une quête spirituelle, bon, et qui est leur histoire. Alors, je pense qu'en fait, il y a toujours plusieurs choses. Il n'y a jamais qu'un seul facteur qui nous amène là où on est. Il y a tout un ensemble, comme si dans la vie, on était guidé sans toujours s'en rendre compte d'ailleurs. Alors, je vais donner des éléments comme ça qui me viennent, et puis après, c'est peut-être enfin, la synthèse de tout ça qui a défini les choses plus clairement. Il y avait déjà un premier constat dans ma pratique de thérapeute. Donc je recevais des gens en thérapie individuelle et je faisais aussi des groupes avec une orientation psychocorporelle. Donc je travaillais déjà quand même pas mal avec le souffle, avec le corps. Et j'étais interpellée par le fait que je constatais qu'il y avait quand même, il me semblait, enfin intuitivement, beaucoup de choses qui se référaient dans les difficultés que rencontraient les gens dans leur structure, qui se référaient à leur naissance. Et je me disais, mais c'est quand même incroyable, parce que la naissance, c'est quand même l'événement le plus important de notre vie. Enfin, pour moi, c'est l'événement le plus important de notre vie. Peut-être que le deuxième plus important, ça sera la mort, mais on peut difficilement en parler pour le moment. Donc, la naissance est l'événement non seulement le plus important, mais probablement aussi, enfin, c'était mon intuition, mon ressenti, avec mes patients, aussi le plus déterminant. Et on n'en sait rien. Les gens ne savent pas. Et aussi, je posais très souvent la question à mes clients de savoir comment, est-ce qu'ils avaient des informations concernant leur naissance. Et les gens n'en avaient pratiquement jamais. Ou parfois des informations qui paraissaient un peu... enfin, comment dire, redigérée, voilà, retransmise dans le mythe familial, mais qui n'était pas forcément toujours la réalité. Enfin, il y avait quelque chose qui me disait ça. Et je me disais, mais c'est curieux quand même que les gens n'aillent pas poser de questions sur leur naissance. C'est curieux qu'on ne soit pas plus curieux que ça de sa naissance. Alors ça m'a beaucoup trotté dans la tête, et j'ai cherché ce qui existait dans la littérature psy, et à vrai dire, pas grand-chose. Hein, à vrai dire, pas grand-chose. Donc, bon, il y avait les travaux d'Autorang, mais enfin, il y avait en tout cas rien qui était proposé en termes d'approche, enfin, permettant de travailler sur cet événement, enfin, ou ce moment particulier, très particulier de notre vie. Et bon voilà, donc ça a été un aspect de ma recherche et qui explique comment je me suis peu à peu dirigée vers les travaux de Grof quand j'en ai eu connaissance, bon, puisqu'il s'est énormément intéressé à la naissance, donc ça c'est une première chose. Et puis, bon, j'ai fait quand même parallèlement à mes études universitaires, j'ai fait une psychanalyse jungienne, et Jung était quand même quelqu'un qui nous a ouvert à cette notion de l'inconscient collectif, à cette notion des archétypes, bon, et
Et je me souviens que je lisais ce livre, L'homme à la découverte de son âme. Et bon, voilà quoi. Donc il y avait déjà quand même quelque chose qui m'attirait là. Bon, je suis de culture traditionnellement catholique, mais bon, j'avais pris beaucoup de distance avec tout ça. Et en même temps, bon, j'ai jamais eu une conception et une vision matérialiste de l'homme et de la vie. Enfin, je ne peux pas croire qu'on est qu'un. Enfin, j'ai jamais pu concevoir qu'on était qu'un paquet de matière. Bon, il n'y a qu'à voir. Enfin, quand on fait un accompagnement thérapeutique, tout ce qui émerge, tous les niveaux qui émergeaient. Bon, en tout cas avec déjà les pratiques que j'utilisais à l'époque, qui n'étaient pas encore des pratiques clairement transpersonnelles, mais quelque chose qui me révélait une autre dimension. Voilà. Donc, je crois que c'est la conjonction de ces différents facteurs qui a joué. Et puis aussi le fait de faire un travail sur le corps. Quand on fait vraiment un travail thérapeutique qui utilise le corps, il me semble que, enfin, en tout cas, j'ai constaté ça chez un certain nombre de personnes et chez des gens comme Lowen, Alexander Lowen, qui a créé la bioénergie. Comme j'ai été formée à la bioénergie, j'ai suivi son parcours. Les formateurs que j'ai eus, qui venaient donc des États-Unis, du Mexique à cette époque, sont tous des gens qui ont fait aussi une évolution à partir des thérapies reichiennes, le corps, l'énergie. Et puis, ça s'est ouvert sur autre chose. Quand on parle d'énergie, il y a un moment où on est en face de phénomènes qu'on n'arrive plus à expliquer par une vision strictement matérialiste, mécaniste. Le « je pense donc je suis » est extrêmement réducteur et on ne peut pas se contenter de ça, quoi. Voilà. Donc, bon, voilà, j'ai toujours aimé explorer ce qui était un petit peu à la marge parce que je ne me satisfaisais pas... Enfin, ça m'intéressait d'étudier la psychologie, même telle qu'on peut la concevoir à l'université, mais bon, je ne pouvais pas m'arrêter là, quoi. C'était pas possible. C'était pas possible. Il y a tout un espace qui est un peu un no man's land, enfin, et c'est curieux, quoi. Enfin, j'ai trouvé curieux à l'époque que les gens ne soient pas plus, comment dire, excités, quoi, de comprendre mieux toutes ces dimensions, en fait, qui sont à l'intérieur de nous et avec lesquelles on va composer. Donc voilà, ça s'est fait comme ça de façon progressive. Et puis beaucoup au cours de ma pratique, en accompagnant les gens, en les accompagnant dans des expériences de régression. Donc on revient dans un vécu d'enfant. Et puis j'ai vu des gens comme ça, spontanément, revivre leur naissance ou des épisodes de la période de la gestation. Enfin, bon, des choses qui ne rentraient plus tout à fait dans le cadre de ce qu'on m'avait appris, mais qui, enfin, dans les autres formations que j'ai eues à l'extérieur de la fac, bon, étaient... Enfin, et pourquoi pas, quoi. Donc j'ai vraiment été là. Et, bon, et la rencontre... avec Grof, parce que c'est par lui que j'ai le plus, enfin, que j'ai appris, que j'ai découvert à l'époque le transpersonnel. Bon, après il y a eu d'autres choses, mais c'est quand le premier livre a été traduit en français. Je ne sais pas comment je suis tombée dessus, je ne m'en rappelle pas du tout, mais là je me suis dit c'est ça, quoi, c'est ça que je veux faire, il n'y a pas de question, quoi. Voilà. Donc, quand on parle de psychologie transpersonnelle, en même temps, cette question sur la définition, c'est une question qui est à la fois facile et en même temps qui est compliquée aussi parce que, comment dire, on touche à un domaine qui est tellement vaste, qui est tellement ouvert et qui n'a pas de frontières que définir, c'est tout de suite mettre des frontières, quoi. C'est délimité et c'est pas si facile que ça. Et je m'aperçois aussi, parce qu'aujourd'hui je suis très impliquée dans le mouvement transpersonnel et en France et au niveau européen et au niveau international, donc je côtoie les gens qui aujourd'hui
anime ce mouvement et ces associations. Et je participe à ça, j'en fais partie. Et je vois bien que les définitions ont pu évoluer au fil du temps. Disons qu'au point de départ, je peux peut-être donner un peu le point de départ, comment le mouvement de psychologie transpersonnelle s'est constitué à la fin des années 60 aux États-Unis, donc notamment avec Abraham Maslow, avec Grof, avec Soutich, enfin Fadiman, différents psychologues à cette époque-là. Et en fait, la constatation de Maslow, c'était, tout le monde connaît plus ou moins sa pyramide des besoins, et qui donne une sorte de grille de lecture de quels sont les besoins fondamentaux de l'individu. Et quand un niveau est suffisamment satisfait, quel est le besoin d'un ordre pas supérieur dans le sens d'une hiérarchie, mais dans le sens disons des plus basiques, les besoins de sécurité, les besoins physiologiques sont des besoins incontournables. Et quelqu'un qui n'a pas à manger va pas être préoccupé de son développement spirituel, par exemple, pour prendre un truc une image un peu outrancière, mais voilà, qui explique la chose. Donc, il s'est rendu compte, en suivant ça, qu'il y avait des personnes qui vivaient des expériences d'ouverture, des expériences, lui il a appelé ça en anglais des peak experiences, qu'on a traduit en français par expériences paroxystiques ou des expériences sommets, on pourrait dire des expériences d'ouverture de conscience, etc., d'un ordre un peu transcendant, mais sans qu'il y ait de notion religieuse du tout là-dedans. Et il s'est rendu compte que ces expériences-là avaient une incidence très forte sur l'état intérieur des gens, sur ce qu'ils étaient. Et donc voilà, il a commencé toute une recherche autour de ça. Et peu à peu, il s'est rendu compte que ce que la psychologie classique considérait comme la norme, l'homme normal, on va dire, l'homme normal de la psychologie classique, en fait, c'est un homme moyen. C'est un homme qui n'a pas développé toutes ses facultés. Et c'est, il dit même à un moment, un homme médiocre dans le sens, non pas d'un jugement de valeur, mais de quelqu'un qui ne contacte pas ce qu'il peut y avoir de plus grand, de plus beau, de plus essentiel à l'intérieur de lui. Et qu'en même temps, donc parallèlement à ça, les personnes qui vivaient ces expériences-là, ces expériences étaient transformatrices. Voilà. Donc, je ne vais pas développer ça trop longtemps, mais tout ça a servi un peu de terreau à comprendre que le moi, l'identité de chacun était une notion relative et qu'il y avait quelque chose qui était au-delà de ça. Voilà, que nous n'étions pas que cela. Et donc toutes ces personnes se sont beaucoup rencontrées et Grof de son côté à cette époque, donc il avait émigré aux États-Unis, enfin on l'avait invité à venir aux États-Unis et il avait commencé lui ses travaux de recherche en Tchécoslovaquie puisqu'il était originaire de Prague et il avait participé aux premiers travaux de recherche avec un nouveau médicament, c'est comme ça à l'époque, qui était le LSD. Et donc il a fait des recherches tout à fait scientifiques et cliniques et thérapeutiques, d'abord à Prague et ensuite aux États-Unis avec cette substance et à laquelle au départ il ne connaissait rien, mais il a expérimenté sur lui et là ça a changé, ça a orienté sa vie et on peut dire qu'aujourd'hui 60 ans après, 50 ans après, il est toujours en train de continuer à explorer ça et il a fait une exploration qui était à la fois dans le domaine de la psychologie, puisqu'il a à partir de ça défini une nouvelle image, une nouvelle cartographie de la psyché, selon la compréhension qu'il a eue de ces états que les gens pouvaient vivre. Et aussi d'une pratique, qui permettait d'une pratique thérapeutique. Bon.
il se trouve que le LSD a eu une carrière imprévue dans la rue. Enfin, c'était pas du tout prédestiné pour que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Et donc les recherches se sont arrêtées. Et c'est à la suite de ça qu'il a, avec sa femme, créé la respiration holotropique. Bon, mais peut-être on y reviendra plus tard. Mais donc, à l'origine de la création de ce mouvement transpersonnel, et puis peu de temps après de l'association de psychologie transpersonnelle aux États-Unis, c'était de se rendre compte que l'état de conscience dans lequel les gens sont la plupart du temps, quand ils sont éveillés et ils se croient en pleine possession de leurs moyens, enfin, bon, on fonctionne normalement comme là, vous et moi, voilà, on est dans notre état, je dirais, normal, bon, voilà, tout va bien, on est conscient. Bon. Et donc, ils se sont rendus compte tous que c'est un état de conscience, mais qu'il y a beaucoup d'autres états de conscience, sans parler des états de conscience qu'il y a dans le sommeil, le rêve, bon, ça je le laisse à part, mais il y a différents états de conscience et qui méritent d'être étudiés et qui disent des choses très profondes sur qui nous sommes. Et apparemment, jusque-là, et on peut dire qu'encore maintenant, les états de conscience qui sont, mentionnés dans la littérature psychiatrique notamment, ça va être des états de conscience pathologiques. Hein. Bon, donc même, par exemple, les chamans, les mystiques, qui vivent des expériences de conscience non ordinaires, ont été catalogués comme des fous, quoi, par la psychiatrie. Voilà. Donc, tout ce mouvement a voulu changer cette vision des choses, revaloriser ces états de conscience non ordinaires en disant ces états de conscience-là sont porteurs d'un potentiel de développement, d'un potentiel d'évolution, un potentiel d'actualisation de soi, et ils méritent d'être étudiés. Voilà, on va dire que ça, c'était grosso modo le point de départ. Et quand on rentre dans ces états de conscience, eh bien, on n'est plus que... Enfin, on est dans cet au-delà ou cet en-deçà, ça dépend comment on veut le regarder, de cette vision matérialiste en 3 dimensions. Voilà, on rentre dans des niveaux de conscience où il y a une toute autre logique, une toute autre forme de réalité, et qui souvent apparaît pour les gens plus réelle que la réalité ordinaire. Voilà. Donc on est bien aidé quand même aujourd'hui aussi par toutes les recherches qui ont eu lieu autour des NDE, hein, d'expériences, enfin en français on dit EMI, expériences de mort imminente, qui ont été très controversées et qui le sont encore, hein, d'ailleurs par certains, mais enfin, je veux dire, ça devient ridicule quoi, de controverser ces données-là parce qu'il y a des millions de cas et il y a eu beaucoup d'études et des études scientifiques et très répertoriées. Donc les gens qui veulent continuer à être sceptiques sur ces questions-là, voilà, de toute façon, ils le seront toujours. Enfin, c'est pas la peine. L'idée n'est pas d'aller convaincre les gens. L'idée, c'est de présenter quelque chose. Et il y a des gens qui vont dire « Ah, enfin !» ce que je ressens ou ce que j'ai expérimenté, enfin quelqu'un en parle, quoi. C'est souvent ça qui se passe quand les gens découvrent ce travail et par exemple m'appellent, me disent ah, enfin quoi. Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'écoles différentes et qui se trouvent être plus ou moins proches ou qui peuvent plus ou moins intégrer ces dimensions transpersonnelles. Donc c'est un peu difficile de dire ce qui différencie parce qu'il faut savoir de quoi. Ça ne serait pas exactement la même chose en fonction de telle ou telle école et je ne peux pas faire tout le panorama. Mais bon, je disais tout à l'heure que par exemple il y a une certaine proximité entre, enfin une grande même, entre la psychanalyse jungienne, enfin tout le travail de Jung, qui
lui-même a parlé des notions qu'on retrouve dans le transpersonnel, tout à fait. Bon, et donc on pourrait dire que le transpersonnel, c'est un peu comme une continuité des travaux de Jung, de la même manière aussi des travaux d'Assagioli, Roberto Assagioli, donc un psychiatre italien bon, qui est arrivé un petit peu après Jung. Bon, donc il y a toujours comme ça un arbre généalogique, on va dire, dans un ensemble, enfin dans une école de pensée. Si je regarde aujourd'hui par rapport à la psychologie humaniste, je me rends compte que dans ce mouvement de psychologie humaniste ou de psychothérapie humaniste, il y a pas mal de gens qui sont assez preneurs de ce que ouvre, de ce que offre le transpersonnel. Bon, mais quand même, il y a quelque chose qui pour moi fait une grande différence, c'est que dans les thérapies humanistes, etc., c'est le moi qui est au centre. On a beaucoup parlé du mouvement du potentiel humain et tout ce travail de développement personnel, c'est pour développer, améliorer le moi. Bon. Dans la psychologie transpersonnelle, on change de paradigme, on change vraiment de paradigme. Et c'est pas pour rien que Maslow a parlé de la 4e force en psychologie, la première étant le behaviorisme, la 2e la psychanalyse, la 3e la psychologie humaniste et la 4e la psychologie transpersonnelle qui fait intervenir une autre dimension qu'on peut dire au sens très large, et on pourra revenir dessus après, une dimension spirituelle liée à ce que je disais tout à l'heure à l'exploration de ces états modifiés de conscience ou ces états de conscience qui nous emmènent dans des espaces non ordinaires et pourtant réels. Vouloir éradiquer comme ça de la compréhension de l'individu tout ce qu'il peut vivre, c'est quand même curieux, quoi. C'est étrange quoi, de dire bah oui non mais tout ça n'a pas d'intérêt. Bon, si, ça a de l'intérêt. Et ça dit des choses sur qui nous sommes vraiment. Donc pour la psychologie transpersonnelle, le moi est une identité d'emprunt. Voilà, comme on a des vêtements, on est habillé, mais ces vêtements, c'est pas nous. Voilà, c'est juste, peut-être aujourd'hui ça me définit, je suis en gris, en rose, mais c'est pas moi. Voilà. Donc l'identité du moi, de l'individu, c'est une identité transitoire, relative, mais c'est pas qui nous sommes vraiment. Donc le développement ultime de l'individu, c'est de dépasser ce stade du moi ou de l'ego. C'est d'aller explorer toutes les dimensions de l'au-delà de l'ego. Voilà. Et bon, et ça sert de fondement. Donc c'est vraiment une vision radicalement différente. Et c'est en ce sens que ce qu'il y a de spécifique aussi avec la psychologie transpersonnelle, c'est qu'elle s'est construite au carrefour de nombreuses disciplines. Aujourd'hui, par exemple, enfin, le plus évident, bon, je ne vais pas toutes les nommer parce que ça peut se retrouver dans beaucoup de choses, même dans l'écologie aujourd'hui, etc. Mais la physique quantique, c'est là où c'est le plus évident. La conception de ce qu'est la conscience, la matière, l'énergie, que nous propose aujourd'hui la physique quantique, c'est vraiment ce qu'on va complètement retrouver, et ce qu'on va retrouver au cœur de la psychologie transpersonnelle. Donc en même temps, quelque part, ça valide, puisqu'on arrive au même endroit, par des voies de recherche complètement différentes. Bon. Et puis aussi les traditions spirituelles, et puis aussi l'héritage chamanique, de ce qui a s'est transmis au fil des siècles, voire des millénaires. Il y a le livre de Fritjof Capra qui a parlé du Tao de la physique. C'est un bouquin qui est paru maintenant il y a quand même pas mal d'années. Et il dit, en fait, les mystiques ont découvert, depuis très très longtemps, ce que nous, les scientifiques, sommes en train de découvrir aujourd'hui. Voilà. Donc là aussi, on arrive au même endroit par des voies complètement différentes. Bon. Et la psychologie transpersonnelle, elle n'est pas non plus à confondre avec les traditions spirituelles parce qu'elle a un objet qui n'est pas le même. Elle essaie de comprendre comment fonctionne l'individu. Elle ne préconise pas une pratique particulière. Bon, chacun va rencontrer en lui ce qui fait sens
Donc c'est très phénoménologique. On ne sait jamais à l'avance comment ça va faire sens pour une personne donnée. Hein, voilà. Donc voilà, donc la psychologie transpersonnelle, on va trouver des visionnaires, on va trouver des grands artistes, on va trouver donc des physiciens quantiques, on va trouver des biologistes, des neurophysiologistes, bon, etc., qui vont décrire ce monde de la conscience et de c'est quoi la réalité, hein, et qui sommes-nous, de quoi sommes-nous faits, et quelle est notre place dans cette histoire, hein, quelle est la place de l'homme dans l'univers. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je disais au début que c'était pas si facile que ça à définir, parce qu'en même temps ça nous emmène très loin. Mais l'homme, il est comme l'individu que nous sommes, on est comme un capteur de la conscience universelle, et puis on concrétise quelque chose, on matérialise quelque chose qui va devenir une vie, une expérience humaine. Voilà, et on a tout un système qui nous permet de canaliser toutes sortes d'informations, mais il ne faut pas confondre par exemple le poste de radio ou de télé avec l'émission qui passe à travers, quoi. Et voilà. Donc la psychologie transpersonnelle, à la différence de nombreuses autres méthodes, théories psychologiques ou méthodes thérapeutiques, ne considère pas que l'amélioration du fonctionnement de notre ego, c'est le but ultime, par exemple, d'une psychothérapie ou de l'évolution de l'homme. Pas du tout. Alors là, c'est une grande différence. Voilà. Alors, j'ai écrit un livre avec une de mes amies et collègues, Brigitte Chavas, et le titre de ce livre, c'est « Guérir l'ego, révéler l'être », avec un E majuscule. C'est le défi des thérapies transpersonnelles. Donc, bon, quand on parle de guérison, il faut faire déjà attention, il faut préciser ce qu'on veut dire, parce que, bon, il ne s'agit pas du tout de guérison au sens médical du terme, il s'agit de guérison au sens de se sentir bien avec soi-même, quoi, au sens de sentir que nos blessures psychiques, nos traumas voilà, de l'enfance, enfin, toutes ces difficultés émotionnelles passées, consciente ou pas, de comment ça nous affecte, qu'il y a, disons, un état de relative paix qui s'instaure par rapport à ça, quoi, qu'on n'est plus activé, qu'on n'est plus en état de souffrance permanente ou de défense permanente par rapport à cette souffrance intérieure. Bon, donc si on parle de guérison dans ce sens-là, bon, à ce moment-là, on peut garder effectivement ce terme-là. Donc l'idée de guérison au niveau des blessures de l'ego, ça veut dire ça, et ça c'est le but de la plupart des thérapies, c'est d'aller travailler sur ces traumas et de trouver, disons, un apaisement et de pouvoir vivre avec plus de liberté, sans être tout le temps défini quelque part par ces souffrances infantiles, précoces, etc. Bon, et nous on dit, ça c'est une étape. C'est une étape, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Moi, je n'irais jamais dire à quelqu'un de ne pas faire ça. C'est formidable. Je veux dire, il faut le faire. Si on est en souffrance, il faut le faire, vraiment. Bon. Mais ça ne vient pas combler une espèce de soif, peut-être, qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, une espèce d'aspiration à quelque chose qui, va peut-être pas être présent pour tout le monde, ou en tout cas pas pour tout le monde au même moment dans la vie, mais quelque chose qui peut nous dire mais pourquoi tout ça, quoi ? Pourquoi tout ça ? À quoi ça sert ? Comme les gens disent souvent, mais moi, je n'ai pas demandé à vivre, je n'ai pas demandé à naître, alors pourquoi la vie est tellement difficile ? À quoi ça sert ? Bon. Ça, c'est une question qui est déjà beaucoup plus compliquée. Donc évidemment que nous, en tant que psychologue transpersonnel ou psychothérapeute transpersonnel, c'est pas du tout notre job d'apporter des réponses aux gens. Mais notre boulot, c'est de les accompagner
dans ce processus de questionnement, dans cette quête, c'est de soutenir cet élan intérieur de recherche. Bon, et de soutenir comment? Notamment en proposant des approches, des méthodes, des techniques, des outils qui vont, comment dire, en même temps pouvoir justement guérir ces traumas, mais aussi donner du sens, on va dire avec un S majuscule, ouvrir sur une compréhension beaucoup plus vaste qui du coup change toute la perspective. Parce que si je change de point de vue pour me regarder moi et regarder ma vie, ben, je veux dire tout le paysage change. Je ne vois plus les choses de la même façon. Bon. Et c'est ça qui va nourrir cette... enfin, souvent ce que les gens vont appeler comme une quête spirituelle, bon, et qui est leur histoire, quoi. Nous, encore une fois, on n'est pas, enfin, quand on est un psy, on n'est pas un maître spirituel qui propose une voie, etc. Pas du tout, quoi. Mais pas du tout. C'est important de rester toujours, nous, en lien avec le processus dynamique de la personne et de l'accompagner sur son chemin, et elle rencontrera ce qu'elle a rencontré, et ça lui appartient. Alors, enfin, pour moi, c'est vraiment important de garder une vision la plus large possible sous ce mot spirituel, parce que d'abord, beaucoup de gens font une confusion entre spirituel et religieux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des religions et qui ne sont pas des gens spirituels, qui suivent ce que leur religion leur demande de faire, de croire, de penser, mais qui n'ont pas au sens propre de vie spirituelle véritablement. Ils obéissent voilà, à un cadre, ils ont absorbé un dogme. Bon, dimension spirituelle, c'est pas ça. Alors ceci dit, il y a quand même des gens qui sont dans des religions, quelles qu'elles soient, et qui sont des êtres aussi profondément spirituels, mais là c'est beaucoup plus, une notion beaucoup plus laïque que celle-là. C'est-à-dire que spirituel, ça veut simplement dire qu'on va le mettre en opposition à une vision matérialiste de l'univers. C'est-à-dire que dans toute cette histoire, tout cet univers, toute cette création, il y a une intelligence qui est à l'œuvre. Il y a une intelligence, mais peu importe comment on la nomme. Voilà, donc des gens vont nommer ça Dieu, des gens vont nommer ça la source, l'énergie, la conscience. Bon, la façon dont on la nomme, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est ce quelque chose qui est là et qui a permis que tout ça, j'allais dire, se déploie. Bon. Donc, cette vision spirituelle, c'est la prise en compte de tous ces plans de conscience qui ne sont pas limités à notre petite existence terrestre, de cause à effet, cette vision mécanique, cette vision matérialiste. Et je vous disais au début, ce « je pense donc je suis » qui est très réducteur, quand je ne pense pas, alors je suis toujours, et je suis peut-être encore plus. Voilà. J'accède à des niveaux de je suis qui sont, voilà, que je n'ai peut-être jamais contactés, enfin que je n'ai sûrement pas contactés, en tout cas par la pensée déductive, logico-rationnelle, etc., le raisonnement qui finalement nous emmène sur des rails, mais voilà, le train il continue sur ses rails, mais à droite, à gauche, en haut, en dessous, et dans des espaces non matérialisés, il y a une réalité proprement incroyable, quoi, qui est à l'œuvre. Donc quand on parle de dimension spirituelle, c'est ça qu'on veut dire. La matière n'est pas la fin en soi, elle est animée. Donc il y a une force, une puissance créatrice qui est à l'origine de la matière. Et on ne peut pas, je veux dire, regarder la matière comme la seule réalité, quoi. Voilà, donc c'est ça dont est porteur ou est porteuse la psychologie transpersonnelle.
Bon, moi je trouve que c'est une question très importante et tout à fait intéressante. Bon, et en plus de par mon parcours, je veux dire, j'ai toujours fait un travail sur le corps, quoi, toujours, parce que ce soit à travers les thérapies reichiennes, à travers la relaxation, enfin, bon, le corps c'est vraiment l'endroit de notre incarnation, c'est l'endroit, comment dire, enfin, où se passent toutes nos expériences. Bon, on sait maintenant que tous les traumatismes qu'on a pu vivre sont même inscrits dans notre ADN. Bon, maintenant, ça, on le sait. Bon, donc, il y a une inscription profonde. On parle souvent d'une mémoire cellulaire, bon, qui est porteuse de toute notre histoire. Bon, et en particulier de notre histoire traumatique, parce que c'est souvent là-dessus qu'on a besoin de revenir. Hein. Bon, donc, si les traumas viennent s'inscrire au niveau de l'ADN, les expériences réparatrices ou correctrices, elles viennent aussi s'inscrire, puisqu'on sait que cette inscription peut s'effacer, cette inscription du trauma. Bon. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ça, parce que ça, c'est comme une preuve scientifique que l'importance du corps dans un processus thérapeutique est comme validée, comme reconnue. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choquée, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle, cette trace, on peut l'effacer, par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes, pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. A priori, je dirais que, enfin, au point de départ, la psychologie transpersonnelle, c'est pas basé vraiment sur le corps. Mais dans ces développements, et nous ici en France, enfin dans le mouvement, disons, dans lequel j'agis, pour nous, le corps, c'est extrêmement important. Et dans la formation qu'on donne en psychothérapie transpersonnelle, il y a beaucoup de travail sur le corps et de prise en compte du corps. Hein, c'est-à-dire de développer cette conscience du corps. Bon, parce que quelqu'un qui est tendu, qui est toujours, je sais pas, avec les épaules comme ça, peut-être qu'il s'en rend pas compte, parce que c'est sa position normale, mais ça va avoir des tas d'incidences sur son état d'être. Donc on peut aborder la question par des techniques qui visent à relâcher le corps et qui vont permettre déjà de changer l'état intérieur, ou par des techniques qui vont travailler sur ce qui fait que je suis comme ça. Bon, voilà. Et puis, peu à peu, ça va se détendre. Donc, dans les techniques que j'utilise, même par exemple la méditation, on ne va pas méditer dans un corps tendu, contracté, mal installé. Enfin, je veux dire, si la posture, dans une pratique de méditation, si la posture est importante, c'est parce qu'elle favorise quelque chose.
Elle favorise un certain état intérieur. Bon, et moi je travaille aussi beaucoup avec la respiration holotropique. Bon, et dans la respiration holotropique, il s'agit de la respiration, il s'agit du corps. Je veux dire, on part du corps et on travaille avec et sur le corps. Et le corps, il va nous ouvrir à d'autres dimensions. Mais c'est le lieu de l'incarnation. Il y a une phrase que j'avais lue il y a longtemps en Californie, quand je faisais ma formation, et qui disait « Mon corps est ma demeure, il est le temple de mon âme. » Bon. Voilà, si c'est le temple, on va prendre soin du temple. Et on ne peut pas faire abstraction de ça. On ne peut pas faire abstraction. Et on n'a pas intérêt, parce que plus on va travailler avec le corps et sur le corps, et plus on va avoir des chances de éviter, je dirais, des dérives qui peuvent nous brancher dans des états très hauts, mais en nous faisant perdre la connexion avec qui on est dans la vie quotidienne, qui on est dans ce corps. Donc il s'agit bien de... les Chinois, ils disent que le corps, c'est le lien entre... On fait le lien entre l'homme, c'est le lien entre la terre et le ciel, et ce lien, il s'incarne dans un corps. Donc il faut toujours travailler sur le corps, toujours. Et une façon très simple, c'est même sans aller faire de la respiration holotropique, mais simplement dans la conscience du souffle. Le souffle, il se passe dans le corps, et la manière dont on respire, elle dit beaucoup sur notre état d'être. Oui, oui, il y a des différences entre le fou ou disons tout l'univers de la maladie mentale, et puis le chaman ou le mystique, qui sont encore deux entités, on pourrait dire, de réalité un peu différentes. Je crois que déjà il y a Groff disait les choses de la façon suivante, donc il avait une petite bande dessinée qui montrait ça, mais en résumé, c'était la phrase, c'est ça, c'est là où le mystique nage, le psychotique se noie. Donc ils peuvent être tous les deux dans des eaux un peu particulières, mais dans ces eaux-là, le mystique il nage, c'est-à-dire qu'il sait entrer dans ces espaces-là, il sait en sortir, il sait qu'il y était et il sait qu'il n'y est plus, et il sait comment y revenir, ou qu'il peut y revenir, alors que pour le fou ou le malade mental, il n'a pas cette liberté-là, il n'a pas cette distance. Il peut croire il y a une confusion entre les différents espaces, entre ces différents plans de conscience. Même si parfois, quand même, des personnes étiquetées comme psychotiques ont quand même des réalisations spirituelles tout à fait intéressantes. Mais ils n'ont pas cette liberté et ils sont prisonniers, en fait, de ce qui leur donne accès à ça. Il n'y a pas d'instance de régulation, justement. Il n'y a pas de moi suffisamment... fort, néanmoins solide, pour gérer ça. Alors pour le chaman, c'est encore un petit peu autre chose, parce que la manière dont on devient chaman, dans les sociétés traditionnelles, c'est pas véritablement un choix non plus. C'est très souvent la personne dans son parcours de développement va être atteinte de choses un peu difficiles, de maladies, de troubles, qu'on ne sait pas trop s'expliquer, et finalement ou bien elle accepte de devenir le chaman qu'elle est en puissance, ou sinon ça risque de se passer assez mal pour elle. Donc elle n'a pas vraiment le choix. Mais une fois qu'elle accepte ça, elle met son don, on va dire, au service de sa communauté. Et à ce moment-là, ces troubles vont s'arrêter. Donc là aussi, le chaman, il va aller dans des espaces chamaniques, il va entrer en transe, différentes manières selon les traditions, au son du tambour, de plantes sacrées, tout ce qu'on veut, mais il y a des moments où il sort de cet espace-là, et là, il vit la vie de tout un chacun. Donc c'est important de pouvoir différencier
ces états, disons, mystiques sains, d'états pathologiques qui rendent pas la vie facile aux gens. Et ça, c'est tout à l'avantage de Grof, Stanislas Grof et sa femme Christina, d'avoir aussi, révélé une espèce d'état frontière, je ne sais pas comment le dire, qui est ce qu'ils ont appelé, ce qu'on a traduit en français par les crises d'émergence spirituelle, ou les crises psychospirituelles. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent des états de crise, donc qui vont souvent en général être étiquetés comme fous, ou malades mentaux, à qui on va donner des médicaments pour supprimer l'état de crise. C'est pas forcément des choses, quand on parle de crise, c'est pas une évolution tout en douceur, ça peut être assez perturbant, voire violent, où les gens vont pas dormir pendant des heures, etc. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est d'arriver à différencier. Aujourd'hui, je pense que c'est ça plus la question, c'est de différencier ces états-là de véritables états psychotiques, dans la mesure où ces états sont en fait des crises d'évolution, des étapes d'évolution, pas en douceur et par paliers, mais par rupture avec l'état antérieur, pour passer comme à un autre état d'évolution, mais de façon, on va dire, un peu secouante. C'est un peu la tempête à bord, quoi. Et si les gens sont correctement accompagnés dans ces phases-là, alors ça peut être très bénéfique, même si ça a été très difficile, très violent, mais ça peut être très bénéfique. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens capables d'accompagner ça, et la plupart du temps, ces gens-là se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. Tout est mis dans le même sac, quoi. Il n'y a pas cette différenciation subtile de ces différents états. L'INRES fait un travail aujourd'hui intéressant autour de ces expériences dites extraordinaires. Alors il y a les expériences extraordinaires qui sont, qui posent pas de problème. Je sais pas, les rêves prémonitoires ou des expériences de clairvoyance ou de choses comme ça. Mais il y a aussi ces états un peu particuliers. Et il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui sont formés à accompagner les gens autrement et notamment à ne pas nécessairement supprimer ce qui se passe, mais à permettre à la personne de le traverser, quoi. Comme on a aidé le chaman quand il avait ses crises, mais dans les communautés, dans les tribus où ça se passait, on les a aidés à traverser ça, quoi, en général avec l'aide d'autres chamans qui étaient passés par là. Mais ça, c'est une autre évolution culturelle dans le domaine de la psychiatrie qui... ça viendra un jour, mais... Ouais, donc la respiration holotropique a été élaborée par Stan et Christina Grof aux États-Unis au début des années 70. Et ils ont fait un peu la synthèse de méthodes très anciennes, comme chamanisme ou de techniques qui utilisaient la respiration à des fins de modification de la conscience, comme on peut trouver dans le yoga. Ils ont fait toute une compilation, toute une synthèse. Donc, la respiration holotropique, comme son nom l'indique, respiration, c'est centré sur la respiration, sur une certaine forme de respiration, qui est plutôt une respiration de type hyperventilé. Et en association, c'est ça qui est important, en association avec de la musique, laquelle musique n'est pas une musique, c'est des musiques qu'on trouve, que tout le monde peut trouver, c'est pas des musiques créées spécialement pour ça, mais selon des critères et un protocole musical qui appartient à la méthode. Donc on a une courbe, on a une trame, et on va créer des programmes de musique qui répondent à cette courbe. Voilà. Et puis, s'associe à ça un travail sur le corps quand c'est nécessaire. Voilà, quand il y a des blocages, des tensions, besoin de passer comme ça des caps, comme s'il y avait des blocages, comme s'il y avait des bouchons d'énergie et que voilà.
Bon, ça, voilà, très, très basiquement. Donc, à la base, c'est une méthode qui se pratique en groupe, bien qu'on ait fait des adaptations à un travail individuel. Mais là, ce que je vais décrire, c'est dans sa déclinaison en groupe, parce qu'en individuel, ça demande des adaptations. Bon, déjà, il y a le client et le thérapeute, et puis c'est tout. Bon, donc dans la pratique en groupe, donc la personne qui va vivre son expérience de respiration, elle va être accompagnée par un autre participant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérience en 2 étapes. Une étape, je suis le respirant, on va dire, et une autre étape, je suis l'accompagnant. Et évidemment, j'ai un rôle différent dans ces 2 temps. Donc si je suis le respirant, je suis allongée sur un matelas, dans une pièce qui est dans la pénombre pour être vraiment plus tournée vers l'intérieur de moi-même. Bon voilà, je suis confortable, etc. Et puis j'ai ce fameux accompagnant qui est là à côté de moi pour veiller si j'ai chaud, si j'ai froid, si j'ai soif, si j'ai besoin d'aller aux toilettes, et puis si j'ai besoin de, je sais pas, d'une présence, d'une main, enfin bon voilà, une présence à la fois physique et en même temps aussi psychologique. Bon, tout ça supervisé par des thérapeutes, éventuellement des assistants, bon, voilà. Donc ça, c'est tout le cadre. L'expérience elle-même, donc, elle se passe, donc on ferme les yeux, on commence par une petite relaxation qui est guidée par un des thérapeutes, et puis, bon voilà, pour se détendre, se rendre disponible, lâcher un peu le mental, etc. Et puis, on va inviter et entraîner les personnes dans une respiration plus intense, plus profonde, plus rapide, enfin voilà, comme si on commençait à allumer le feu sous la casserole là pour que l'énergie se mette vraiment en mouvement. Et bon, la modification de la respiration et l'hyperventilation va amener des modifications biochimiques au niveau du cerveau et favoriser l'accès à des états de conscience plus ouverts. Et en fait, c'est comme une sorte de radar, si vous voulez, qui nous permet d'aller voir dans notre inconscient, à des niveaux de profondeur différentes, hein, il y a l'inconscient personnel ou l'inconscient collectif, d'aller rencontrer ou d'aller faire émerger des événements, situations, des états, des informations, enfin, qui sont ceux ou celles qu'on a besoin de rencontrer à ce moment-là. Ça veut dire une chose très importante, c'est que ni les thérapeutes, ni la personne elle-même ne vont décider ou ne peuvent décider de ce qui va émerger. On ne sait jamais. Voilà. Mais on s'abandonne à quelque chose en nous, je disais tout à l'heure, en parlant de l'univers, mais c'est la même chose en nous, c'est du même ordre. Il y a une intelligence qui est à l'œuvre et qui en sait beaucoup plus que notre petit mental qui croit tout savoir, tout gérer, et qui a besoin de tout contrôler. Mais en fait, on ouvre les portes à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc l'association respiration profonde et musique, certains types de musique, vont faciliter ça. Voilà. Donc c'est une expérience qui dure, le programme de musique dure 3 heures. Donc un temps de relaxation, 3 heures, puis après, bon, ça peut durer un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on va respirer de cette façon pendant 3 heures. La respiration est là pour démarrer le processus. Hein. C'est comme si c'est un tremplin. Voilà, c'est une rampe de lancement. Et puis après, c'est ce qui se passe qui devient important et qu'on va suivre. Voilà. Donc, il peut se passer tout plein de choses d'ordre très différents. Ça peut être des expériences biographiques, avec éventuellement des catharsis. Bon, si on a besoin de libérer des émotions refoulées qui ne sont jamais sorties. Là, pendant ce week-end, il y avait plusieurs personnes dans le groupe qui témoignaient que dans leur enfance, elles étaient très cadrées, qu'il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait jamais dire un mot plus haut que l'autre. Donc ça avait été des enfants très inhibés. Bon, quand ces enfants très inhibés se mettent à s'exprimer ou à laisser sortir un cri ou se laisser sortir des pleurs en osant faire du bruit, c'est déjà une reconquête de quelque chose, d'une forme de liberté, quoi, qui est donnée à cet enfant intérieur brimé qui était toujours là et qui n'avait pas le droit de vivre.
finalement. Donc ces personnes peuvent, au travers de certaines phases de l'expérience, commencer à s'autoriser ces choses qui leur étaient interdites. Donc déjà, elles acquièrent, je dirais, plus de volume, simplement comme ça, dans leur manière d'être, quoi, d'occuper leur place, de s'autoriser à être qui elles sont, de parler tout doucement, mais d'avoir une voix plus posée. Bon, ça ne se fait pas forcément magiquement comme ça en une fois, hein, mais c'est un processus. Mais voilà, c'est pour donner un exemple de ce qui peut se développer, s'ouvrir avec ce travail. Donc on peut aussi vivre des choses qui concernent tout ce qui se passe autour de la naissance. On va beaucoup travailler là-dessus. Donc cette technique favorise beaucoup l'accès soit à la naissance, soit à la période de la gestation, soit à la conception. Et puis après, il y a aussi tout le domaine des expériences qu'on appelle transpersonnelles, quoi, qui nous ouvrent sur d'autres états d'être, d'autres espaces, d'autres espaces-temps, ou des expériences que les gens vont qualifier de vie antérieure. Nous, on ne leur demande pas de croire ou de ne pas croire aux vies antérieures. Mais si quelqu'un parle de ça, et que manifestement ça libère des choses pour lui, voilà, c'est parfait. Donc et puis il y a aussi des expériences qui peuvent être très énergétiques, très corporelles, débloquer des tensions, des choses comme ça. Voilà, donc il y a tout ce registre d'expériences où on peut quasiment tout vivre, à partir du moment où on respecte des règles de non-passage à l'acte, où les gens peuvent exprimer de la colère, de la violence, mais sans se faire mal, sans faire de mal à quelqu'un d'autre, ni commencer à s'attaquer à l'environnement. Donc on cadre ça de façon à ce que ça soit que du bénéfice et pas créer de négatif, ni pour la personne elle-même, ni pour les autres. C'est évidemment... il n'en est pas question, quoi. Donc c'est vraiment à faire dans des conditions extrêmement sécurisées et sécurisantes pour que les gens puissent vraiment se lâcher, mais en confiance et sans danger, quoi. Voilà. Donc il se passe souvent plusieurs choses. Sur 3 heures de temps, il y a toute une sorte de voyage intérieur, mais qui est différent à chaque fois et qui est différent pour chacun. Alors, aux États-Unis, ils parlent plutôt de facilitateurs, hein, que de thérapeutes. Bon, moi, je pense que pour faire ce travail, pour animer ces séquences, il faut être psychothérapeute ou psychopraticien. C'est quand même une sécurité parce qu'on a quand même affaire à des choses parfois assez profondes. Il faut être capable d'accompagner et de gérer ça. Et bon, c'est bien quand même d'avoir un background psy, à mon avis. Mais le rôle du thérapeute est celui de mettre en place tout ce que j'ai évoqué, plus d'autres choses, parce que là j'ai dit les choses de façon un petit peu synthétique, et d'accompagner. J'ai insisté sur accompagner les gens. Ça veut dire qu'on n'est pas là, et on le précise bien, pour emmener les gens quelque part. On n'est pas là pour orienter le travail. On n'est pas là pour avoir une idée de ce qui serait bon pour les gens. On est là pour aider la personne à connecter à l'intérieur d'elle-même, je dirais, cette partie sage en elle qui sait ce qui est bon pour elle. Voilà. Donc nous, on est là pour faire le lien, le médiateur, un peu le guide au sens d'un guide de montagne qui connaît les chemins un peu escarpés, et la personne, c'est là qu'elle va aller. Nous, on suivrait plutôt qu'on ne précède. On ne précède pas. Nous, dans nos formations, on dit toujours aux gens, vous êtes juste un quart de pas derrière. Vous êtes là, tout près, pour accompagner, mais ce n'est pas vous qui décidez de là où la personne doit aller. Alors, bien sûr, il y a toute comme un scan, une connaissance aussi de ce qui se passe dans le corps. Et quand on voit les personnes dans leur expérience, on voit ce que le corps est en train de dire, dont elle n'a pas forcément conscience. Je ne sais pas, il y a des bras qui bougent, un pied qui... Bon, donc on observe. Ça demande beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute, une écoute assez fine. Et si on voit quelque chose qui se passe, je ne sais pas, votre genou il remue, on va peut-être aller, par exemple, j'invente là, poser la main pour mettre de la conscience. Tiens, il y a ton genou qui bouge, et puis on va accompagner ce mouvement.
Puis peut-être on va l'amplifier un peu, juste pour voir ce qui se passe. Puis s'il ne se passe rien, bah, on arrête. Voilà. Bon, ça n'a pas plus de signification que ça. Mais parfois, le simple fait d'accompagner comme ça met de la conscience. Et alors là, ça va entraîner quelque chose qui va se développer et qui va rentrer dans un processus beaucoup plus intense, par exemple. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est souvent parfois des micro-signes comme ça qu'on perçoit et qu'on va accompagner. Bon, quelqu'un comme ça qui a les pieds qui bougent, alors peut-être il bouge parce que la musique est rythmée, alors on ne sait pas. Donc on va mettre un coussin. Et puis, si la personne continue à bouger parce que la musique est entraînante, bon, voilà. Mais parfois, le fait d'avoir un appui, là, ça devient intéressant. Du coup, il y a quelque chose qui fait résistance. Alors, son pied va commencer à taper plus fort. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui peut être très actif. Et par exemple, je sais pas, l'expression d'une colère ou d'un rejet. Voilà. C'est-à-dire que la naissance, il s'est rendu compte qu'avec toutes ces approches-là, les gens revivaient assez facilement des moments, des épisodes de la naissance. Pas forcément leur naissance de bout en bout, mais des moments particuliers, avec des émotions particulières. Donc c'est là qu'il a élaboré ces concepts des matrices périnatales, qui donc structurent un peu ces différentes étapes autour de la naissance, et qui pour lui, quand il parle de matrice, c'est aussi parce que ça structure une organisation psychique. Donc c'est matrice aussi au sens d'empreinte. Hein. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'il a observé. Il n'avait pas d'idée de ça a priori. Bon, et déjà avec le LSD. Et puis il s'est trouvé que il a travaillé, donc ça c'était même avant, la respiration holotropique, c'était avec le LSD. Il s'est trouvé à travailler avec des populations de gens qui étaient en fin de vie, des cancéreux en fin de vie, et il s'est rendu compte que ces expériences les apaisaient beaucoup par rapport à la mort. Les apaisaient beaucoup. Comme si, je dis comme si, c'est pas ça, mais c'est un petit peu comme si, d'une certaine façon, les gens vivaient des expériences de mort imminente ou avaient des révélations justement sur cet au-delà, alors qu'ils pouvaient prendre des formes très très différentes, et liées à des références religieuses de ces personnes ou pas du tout, et certains de ces personnes n'avaient aucune référence religieuse, mais je me souviens que dans une très 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 vieille vidéo de Groff en noir et blanc, on voit un homme qui, suite à une séance de LSD, dit, alors lui c'était un alcoolique, parce qu'il travaillait aussi beaucoup avec les alcooliques, il y avait tout un programme de recherche, et cet homme, ça m'a beaucoup touchée, chaque fois que je le voyais, dit Dieu m'est apparu et il m'a dit plus jamais ça. Et après, cet homme, il a dit et j'ai plus jamais touché une bouteille, et il est devenu prêtre. Voilà quoi. Mais c'était pas ce que personne recherchait, mais ça s'est passé comme ça pour cet homme-là, quoi. Et je trouvais quand même que c'était assez impressionnant, quoi. La suite d'une ou deux séances, Donc, ce travail a été beaucoup développé pour préparer les gens à la mort. La respiration holotropique, c'est différent parce que ça demande quand même une certaine, certaine forme physique. Des gens très 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 malades n'auront pas l'énergie de mettre en place une respiration comme ça. Donc c'est pas tellement... On ne peut pas faire des programmes de recherche comme ça. Maintenant, dans des séminaires qu'on anime, où des gens vont aborder cette problématique de la mort, parce que nous, notamment, on fait un séminaire depuis très 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 longtemps qui s'appelle Mort et Renaissance, et les gens vont travailler sur leurs angoisses par rapport à la mort. Ça peut arriver et vont trouver beaucoup d'apaisement. Mais c'est pas pareil pour la mort et la naissance. Et il y en a qui nous disent aussi qu'ils sont allés explorer ce qui se passait, entre guillemets, de l'autre côté.
De toute façon, on ne discute jamais la véracité d'une expérience. C'est l'expérience de la personne, ça fait sens pour elle, ok. Jamais, jamais nous, on va se permettre d'aller dire « oui, mais tu sais, c'est pas comme ça, c'est pas vrai, non, les vies antérieures, ça existe pas ». Non, non, c'est phénoménologique. Tout ce que tu vis, c'est ok. Alors, l'aquanima, nous, on avait fait il y a très très longtemps du travail de régression, plutôt quand je faisais mes formations en bioénergie, enfin avec mon mari, on faisait une formation en bioénergie. Donc on avait fait du travail en eau chaude et on avait trouvé ça super intéressant. Et donc, peu de temps après notre formation, on s'est dit, bah, tiens, ça serait peut-être intéressant d'adapter la respiration allotropique qu'on fait sur un matelas, de l'adapter à un travail en eau chaude. Donc, ben voilà, on est parti à l'aventure et on a expérimenté et on n'a pas été déçus du voyage et les gens n'ont pas été déçus non plus. Donc, évidemment, enfin, le protocole est le même, les points de référence sont les mêmes, la durée est la même. On ne savait pas, on s'est dit peut-être ça va durer moins longtemps. Ben non, ça ne dure pas moins longtemps. Les gens, souvent, ils ont même envie d'y rester encore un peu. Mais, mais on a fait des adaptations, j'allais dire, techniques, qui sont différentes. Et l'eau amène des éléments en plus. Parce que déjà, c'est l'eau. Donc, on est un peu dans notre élément intra-utérin, quand même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va revivre sa naissance à chaque fois, il ne faut pas croire. Il y a la chaleur de l'eau. Et ça, c'est très important parce que du coup, l'extérieur, enfin le milieu extérieur est identique à l'intérieur. Donc la notion de la limite, du dedans, du dehors, est très modifiée. La personne n'est pas allongée sur un matelas, mais sur ce qu'on appelle des frites, là, des espèces de tubes en mousse qu'on utilise dans les piscines. Donc son corps est posé là-dessus, mais au bout d'un moment, si elle le veut, donc on démarre comme ça pour la relaxation, mais si la personne a besoin, elle va changer, elle va se mettre debout. En fait, on peut travailler en 3 dimensions, et pas en 2, quoi, parce qu'on peut aller sous l'eau, on peut être debout, on peut être allongé, on peut être la tête en bas, bon. Tout ça dans un certain espace, parce qu'on n'autorise pas les gens à nager sous l'eau, donc ils ont leur espace, comme quand on est sur un matelas, on a aussi son espace, on n'est pas autorisé à aller à l'autre bout de la pièce. On gère ce qui se passe dans cet espace-là. Mais disons que dans l'aquanima, voilà, il y a ces dimensions supplémentaires. Bon, puis après, il y a d'autres choses au niveau de l'accompagnement, mais bon, ça n'aurait de sens que pour les personnes qui connaissent la façon dont ça se passe sur un matelas pour apprécier la différence. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très, très intéressant, quoi. Je dirais pas que ça ouvre des expériences différentes fondamentalement de ce qui se passe sur le matelas, mais il y a une qualité particulière, quoi. Moi, je ne conseille pas aux gens de ne faire que ça, parce que je me dis, on est des animaux terrestres, on ne vit pas tout le temps dans l'eau, on vit sur le sol avec la pesanteur. Bon, donc c'est important d'expérimenter la version à sec, la version sur matelas, mais vraiment l'expérience dans l'eau, c'est un apport indéniable, quoi. C'est très marquant pour les gens. Souvent, il y a souvent un avant, un après, quoi. Même si les gens arrivent parfois avec beaucoup de réticence, beaucoup de méfiance, de peur, parce que certains commencent par ça, ils n'ont jamais expérimenté. Bon. Et puis, tous les gens repartent transformés, quoi, enchantés, vraiment. Alors c'est vrai que l'humanité aujourd'hui est un peu en mauvaise posture, quoi. Ceux qui se rendent pas compte de ça se ferment vraiment, vraiment les yeux, et beaucoup des gens qui décident du sort de la société doivent vraiment se fermer beaucoup les yeux pour agir comme ils le font au niveau économique, au niveau financier,
en maltraitant les individus, la planète, la vie sur Terre, enfin la possibilité de la vie sur Terre. Bon, en même temps, quand on regarde tout ce qui a pu se passer à l'échelle de l'humanité, l'humanité est encore très jeune dans son développement, quoi. On est encore loin d'être des sages. Donc il y a en même temps des choses quand même invraisemblables qui se passent, quoi. Enfin, l'être humain peut être d'une cruauté, d'un raffinement dans la cruauté qui n'a pas d'autre équivalent au niveau de toutes les espèces animales. Et en même temps, l'être humain est aussi porteur de ressources incroyables et de qualités extraordinaires, quoi. On voit vraiment tout le temps le pire et le meilleur. Bon, et donc par rapport à cette relative jeunesse, est-ce que, ça je me pose sous forme d'une question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille quasiment au bord du précipice? Alors jusqu'où faut-il aller? C'est ça la question. Est-ce qu'on saura s'arrêter à temps au bord du précipice pour se rendre compte qu'il faut faire autrement? Comme si... parfois, comme un enfant ou un adolescent dans son développement, il faut qu'il aille trop loin pour se rendre compte de ce qu'il veut vraiment et que c'est pas là qu'il veut aller, quoi. Bon, mais parfois, il faut aller trop loin. Bon. Donc ça, c'est une question ouverte. Moi, je dirais que je participe, de toutes les manières possibles, intérieures et extérieures, au fait de construire un monde, j'allais dire, plus humain et plus vivable, plus vivant et plus vivable. Il y a vraiment cette nécessité de réenchanter le monde, de réenchanter la vie, de retrouver notre lien avec la nature et de respecter notre filiation, quoique la nature ne nous appartient pas, mais que nous lui appartenons. Hein, nous sommes les fils et les filles de la Terre. C'est pas la Terre qui nous appartient, et on se conduit d'une façon assez ahurissante, quoi, avec la Terre, alors que si on change, on prend la phrase dans l'autre sens, à ce moment-là, on va être respectueux et on va aller dans le sens de ce qui va créer, disons, un monde vivable pour nos enfants et les générations futures. Et très sincèrement, je peux vraiment témoigner qu'aujourd'hui, le mouvement transpersonnel, dans toutes les associations au niveau européen, puisque je suis la présidente de l'association européenne et de l'association, que je participe aussi à l'association internationale. Bon, c'est vraiment une dynamique qui nous tient à cœur et qu'on pense que le transpersonnel a quelque chose, a sa petite pierre à apporter à cette construction pour ce monde-là. Parce que les valeurs qui émergent des expériences transpersonnelles, c'est des valeurs de partage, de respect, de fraternité, d'écoute, de solidarité, d'accueil, d'amour inconditionnel, de respect de la vie sous toutes ses formes, de respecter le caractère sacré de la vie et le caractère sacré de toute personne. Je n'ai pas employé le mot sacré pendant tout cet entretien, mais en fait, pour nous, la vie, elle est sacrée, quoi. C'est pas être dans des trucs comme ça. C'est la vie, elle est sacrée, et la vivre comme sacrée, ça fait qu'on va arrêter de faire toutes les horreurs, quoi. On va apprécier ce qui nous est donné pendant le temps de notre incarnation avec ce corps, hein, et on va respecter son corps, on va s'alimenter correctement et pas détruire la planète par notre façon de consommer, de s'alimenter et du coup développer aussi des relations les uns avec les autres plus fraternelles et plus humaine, je ne sais pas comment dire, ça paraît tellement naturel de dire ça, et ce naturel est tellement pas ce qui prédomine que, il faut en revenir à des choses très très simples. Alors, le transpersonnel s'inscrit dans le nouveau paradigme, ce nouveau paradigme ouvert par la physique quantique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine quantique. Voilà, cette reliance aussi à l'énergie du vivant, et nous, on s'inscrit là-dedans aussi, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va se faire concrètement, mais je pense que déjà,
nous ce qu'on dit, enfin ce qu'on se dit à nous-mêmes, mais c'est pas quelque chose, enfin je veux dire après les gens qu'on accompagne ils le font s'ils le sentent, mais c'est que ce travail intérieur qu'on va faire, enfin pour instaurer la paix à l'extérieur, il faut déjà essayer d'aller instaurer la paix à l'intérieur de soi, entre toutes ces zones de conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça c'est un travail qu'on a chacun à faire individuellement, ce qui ne nous empêche pas d'agir aussi collectivement, hein, pour aller dans le sens d'une vie plus respectueuse et qui prendra en compte la dimension spirituelle. Alors ça c'est sûr. Il n'y a pas, je ne crois pas du tout qu'il soit possible que je veux dire la vie se transforme enfin en quelque chose de plus beau et plus humain si on ne passe pas par cette dimension spirituelle qui est une dimension de reliance de tous les êtres entre eux et de tous les règnes entre eux. La vision matérialiste, voilà, c'est ça nous a amené dans le mur. Bon, ben on y est, donc maintenant on va passer à autre chose. Enfin, j'espère. Voilà. En tout cas, je travaille pour ça. Carry